Au fil de ces méandres, la Grande Maine nous conduit à la Boissière. Et plus exactement, au logis de la Rayère où œuvre une houblonnière. Oui, vous avez bien compris. Ici, du houblon est cultivé. Et il s'agit bien d'un cas unique en Vendée. Portrait. Bonjour. Bonjour. Marie, peut-être? Oui, c'est moi. Marie, enchantée Marion. Alors, on se connaît pas, mais je me permets de venir te déranger sur les conseils de Cécile, brasseuse aux herbiers. Ah, ok, Cécile Lalouette. Exactement, Ok. que j'ai rencontrée hier. D'accord. Et qui m'a conseillé en fait de venir te rencontrer. Ah, c'est sympa. Parce qu'apparemment tu es houblonnière. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Donc c'est ça. une activité atypique qui m'intéresse quand même. Donc Ok. si tu acceptes, j'aimerais bien qu'on écoute, puisse discuter quelques minutes. Ouais, avec plaisir, je descends. Je t'attends. Alors ça, c'est ma machine, on appelle ça une cueilleuse-trieuse. Oui. Et donc c'est pour trier mes lianes de houblon, après pour récolter mon houblon d'un côté, les déchets de l'autre. Et après, envoyer mon houblon au séchoir. Ça fait longtemps que tu pratiques cette activité? Non, je me suis installée en début 2020. Ah oui, donc c'est tout récent. C'est tout récent, ouais. Début 2020, j'ai planté en avril 2020. Donc j'ai fait une première petite saison et là c'est une vraie saison pour le coup. Alors pourquoi, comment devient-on houblonnière? D'où l'idée t'est venue? Comment C'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui il y a très peu de gens qui se lancent comme ça. Il y a beaucoup, le houblon est en Alsace, Oui. donc le savoir-faire est là-bas. Donc faut oser bouger, aller voir comment ça se passe. J'ai fait une formation en Alsace de 6 mois à peu près. Et puis après je suis allée travailler chez différents houblonniers pour essayer d'apprendre petit à petit. Et puis je me suis lancée, je me suis dit allez, j'avais envie de faire quelque chose un peu atypique par chez nous et puis je trouvais l'expérience plutôt sympa. Mais peut-être aussi, Marie, qu'il y avait une demande sur la Vendée parce qu'on voit que les brasseurs s'installent, de plus en plus se développent. Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé à chercher, justement, en voulant m'installer en tant qu'agricultrice, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de différent et pour lequel il y aurait une demande. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu et puis dans les plantes atypiques, au bout d'un moment, je suis tombée sur le houblon. Je trouvais ça plutôt sympa déjà sur les images. Je trouvais pas beaucoup d'informations par contre sur Internet, c'était assez fermé. Et puis d'un coup, ça a fait tilt. Je me suis dit, c'est vrai qu'avec tous les brasseurs aujourd'hui qui se montent un peu partout en France et notamment en Vendée, aujourd'hui, c'est à peu près 25. Donc c'est pas anodin. Donc je les ai consultés et puis j'ai senti tout de suite un engouement pour cette production-là, surtout en houblon bio parce qu'aujourd'hui il y en a très peu. C'est vrai. Et beaucoup de brasseurs maintenant se lancent dans la bière bio. C'est impressionnant quand même quand on arrive. Oui, souvent les gens se demandent ce que c'est, oui. est-ce que c'est une volière, est-ce que c'est... Mais non, C'est génial. C'est une houblonnière. Et la plante devrait atteindre le sommet Oui. septembre, Non, août. fin juin. Ah oui, donc c'est vachement début, rapide. Fin juin, début juillet. Oui, c'est une plante qui a une croissance très rapide. Elle ressort vers fin février, début mars. Et puis là, la saison démarre et elle est censée être en haut, fin juin, début juillet. Tu as commencé sur une petite superficie et tu vas te développer ou déjà tu as envisagé les choses en grand? Alors j'ai démarré sur 1 hectare. Là, on est sur une parcelle d'1 hectare de houblon. D'accord. J'ai planté plusieurs variétés. J'ai 6 variétés dessus. Et l'idée, c'était de commencer petit déjà avec 1 hectare. Ça demande déjà beaucoup de travail. Bien et sûr. puis je démarrais. Il faut le temps d'apprendre, trouver le matériel. Enfin voilà, il y a tout ce qui va avec. Et à partir de l'année prochaine, je vais replanter 2,5 hectares normalement. D'accord, donc tu y vas vraiment progressivement. Voilà, crescendo. Au moins que je me fasse la main déjà sur 1 hectare et puis que je puisse suivre aussi mes variétés parce que j'ai choisi 6 variétés. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment les bonnes, celles qui vont bien chez moi ou pas, comment elles se développent? Donc prendre le temps de les étudier bien avant de replanter et puis faire le choix parce qu'une fois qu'on a planté, les plants ils ont une durée de vie de 15 à 20 ans. D'accord. Donc il ne faut pas se tromper non plus. Et puis les brasseurs ont une certaine demande. Faut réussir à mixer tout ça. Justement, c'est la question que je voulais te poser. J'imagine que tu es très à l'écoute des souhaits et des demandes des brasseurs qui sont autour de toi. Est-ce que ça se plaît justement cette relation avec le brasseur? Oui, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. J'aime bien l'idée d'être le producteur de quelqu'un. Je trouve ça chouette. Ça crée un lien un peu particulier.
Souvent, on me demande si je vais faire ma bière. Les gens disent si tu fais du houblon, si tu vas faire ta bière. Aujourd'hui, non, c'est pas du tout mon créneau. Il y a déjà beaucoup de brasseurs, ils le font très bien. Par contre, du houblon, il n'y en avait pas, donc je préfère me spécialiser dans ce domaine-là. Marie, aujourd'hui, tu es toute seule sur l'exploitation? Tu es accompagnée? Oui, aujourd'hui, je suis toute seule sur l'exploitation. Donc par moment, j'ai besoin d'aide, donc je fais appel. J'ai souvent des stagiaires qui viennent ou de la famille, s'ils sont dispo, pour venir me donner un coup de main. Et aujourd'hui, comment se passe ton quotidien? Par exemple, une journée, là comme maintenant, quelles sont tes activités? Alors, donc là, c'est étape par étape. J'ai commencé à la fin de l'hiver par tailler mon houblon. Une fois qu'il a commencé à ressortir, il a fallu remettre toutes les ficelles. Donc les ficelles qu'on voit là, c'est des ficelles, donc leurs ficelles tutrices qui sont en coco. D'accord. Donc il a fallu remettre toutes les ficelles. Donc remettre les ficelles et une fois que le houblon est assez haut, venir l'enrouler autour du fil. C'est un travail minutieux, de patience. Complètement, c'est ça. Bien désherbé, après bien nettoyé. Oui. Il a fallu, donc j'ai buté. Il va falloir que je fasse encore plusieurs passages. Il y a aussi tout ce qui est traitement préventif. Donc aujourd'hui, je suis en bio, donc je fais que des traitements bio. Oui, donc c'est oui. Donc voilà, il faut essayer beaucoup de préventif. Du coup, on n'a pas de formule curative. Donc et après, c'est beaucoup de surveillance et de travail au champ. Après, je vais pouvoir semer des engrais verts dans mes interrangs. Voilà, il y a tout plein de... Et après la récolte du houblon, comment ça se passe? Alors la récolte, elle va être entre fin août et mi-septembre, fin septembre. Donc à la récolte, on vient couper la liane à 50 cm de haut. Et en fait, donc c'est un outil que j'ai sur mon tracteur, on appelle ça une arracheuse de liane. Donc la liane se prend dans l'arracheuse et tout en avançant, ça vient tirer sur la liane et à l'extrémité, le nœud casse. Et donc toute la liane tombe dans la remorque. Et après, j'enchaîne avec ma machine qu'on a vue quand tu es arrivé, où je passe toutes les lianes dedans et qui va me trier le houblon. Ok, et à quel moment tu livres au brasseur ton houblon? Alors, je récolte au champ, je passe dans ma machine, après je le sèche. Donc j'ai un séchoir, voilà, je vais le sécher ici. Après, je vais le transformer en pelé. Selon la demande des brasseurs. Il y en a qui utilisent les fleurs de houblon seulement séchées et d'autres qui les consomment en pelé. Et là, ça va prendre combien de temps entre la récolte et la livraison Je pense que la livraison, ça devrait être courant octobre. D'accord, donc c'est très rapide. Oui. C'est très rapide. Marie, vraiment aucun regret d'être passée ici à la Boissière de Montaigu. Je remercie vraiment Cécile de nous avoir conseillé ton adresse. Et merci beaucoup. Merci merci, avec plaisir. Bon courage pour la suite. Merci. On va suivre ton activité de près. Est-ce que tu acceptes une photo de souvenir avant le départ? Sûr. On va confier donc l'appareil photo à Stéphane. Voilà. Marie, je t'offre cette photo, souvenir du passage. Et puis merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au Merci. revoir. Quelle audace, quelle énergie. Bravo Marie. Bravo, mais surtout courage. Courage pour ta première récolte. Stéphane, es-tu décidé? Es-tu prêt à reprendre le chemin? Ah, que notre Vendée est belle. Jamais, jamais nous n'avions imaginé pareil dépaysement. Profitons d'un coin d'ombre pour vite remettre chaussettes et chaussures. Avançons, avançons toujours, car une nouvelle rencontre nous attend. Et elle semble toute proche. Anthony? Oui, bonjour. Enchanté, Marion? Enchanté également. Je crois qu'on a été mis en relation par le magasin La Ferme de chez nous à Mortagne. Exactement. En tout cas, merci de nous rejoindre sur le chemin. D'accord. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Allons-y. Ce sera bien plus simple. Allons-y, ce sera plus sympa. Bon, pas trop mal aux jambes? Un petit peu. La pause va être bien méritée. Et puis quel plaisir de voir ce ravitaillement. Là, c'est donc que des produits de chez toi, j'imagine? Ben voilà, exactement. Enfin, tout ce qui est produits végétaux, tout est de l'exploitation, issu de l'exploitation de chez nous. Alors, si tu veux bien, Anthony, je vais poser mon sac, on va se mettre à l'aise. Et effectivement, on va parler un petit peu de toute cette histoire familiale. Ok, ben, on va commencer par le plus connu. La mojette ou le haricot ou le lingot blanc. Hein, c'est la même dénomination, mais
La Mojette, ici Le en Vendée, tradit- c'est la Mojette ou la Mojette de Vendée, voilà. Le traditionnel de la Vendée. voilà. Exactement. Les lentilles vertes, Ouais. ici. Il y a du coco, donc là, ce sera un rougail coco. D'accord. Et je pense qu'on a fait le tour. Et le pois Et chiche. les flageolets qui sont là, donc D'accord. voilà. Donc on est vraiment sur des légumes secs. on est sur des légumes secs. Qui ont toujours été la marque de votre ferme ou vous vous adaptez à la demande Dans toutes les exploitations, jusqu'à il y a 15-20 ans, il y avait de la Mojette sur toutes les exploitations. D'accord. En priorité pour nourrir la famille, parce que les familles étaient grandes, il y avait énormément de personnes dans les maisons, donc c'était un produit qui coûtait pas cher, qui rassasie bien et qui est très sain. Donc voilà, ça nourrissait à la base des familles. Ensuite, il y en a certains qui ont commencé à en cultiver un petit peu plus pour la commercialiser, évidemment. Et donc, en l'occurrence, chez nous, on a développé la Mojette quand je me suis installé, c'est-à-dire en 92, sur une petite surface au début, 2 hectares, quoi. Et aujourd'hui, on a développé cette gamme en vente directe sur une trentaine d'hectares à peu près. Et on a aussi élargi la gamme parce qu'il y avait de la demande dans les légumes secs au final. Bien sûr. Voilà. Donc d'où l'arrivée de la lentille. Oui, donc Des les pois lentilles, chiches le aussi, pois chiche, le certainement. haricot rouge, les cocos, les flageolets, voilà. Anthony, est-ce qu'on peut goûter toutes ces bonnes choses Allons-y. Allez, ma c'est foi. parti. Et c'est l'heure. Merci. Je pense que bon appétit à vous. Merci. Chavagne, ferme de la Baudrière. Depuis plusieurs générations, les hommes de la famille Lardière ont à cœur de promouvoir toutes les valeurs de notre terroir. Voici donc des mets de qualité, produits familialement, via des pratiques respectueuses de l'environnement. Comment tu arrives à l'agriculture? Ah oui, c'est loin déjà tout ça. Mais je suis donc Pas né. si loin que ça. Je suis donc né sur l'exploitation où je suis installé à l'heure actuelle, Donc à Chavagne. à Chavagne, à la Baudrière. Il y avait mes parents, D'accord. mes grands-parents. Voilà. Troisième génération. Tu es la Voilà, troisième et il y génération. avait aussi une génération avant que j'ai pas connue parce que l'exploitation remonte dernière trace, enfin aux premières traces à la Révolution à peu près. Et toujours à Chavagne, à la Voilà, Baudrière. c'est ça, ouais. Voilà. Donc, étant tout petit, j'accompagnais mon défunt grand-père et mon père. Et je me souviens que quand on rentrait du collège, on allait rentrer les vaches pour traire les vaches parce qu'à l'époque il y avait des vaches laitières. Et c'était une passion d'être avec les animaux, être au contact de la nature, travailler la terre, etc. Oui, la vocation Et est arrivée. tout sont petit. arrivées les études d'agricoles et l'armée. Et après, Bien je me suis sûr. installé, quoi. Quel regard la génération de ton papa peut avoir sur ta génération? Avec toutes ces différences, parce que c'est un autre monde en fait. Tout à fait. C'est plus du tout la même ferme À aujourd'hui. entendre dire nos aînés, tout simplement, c'est vrai que ce qui leur fait mal au cœur, c'est de voir des bons produits qui sont produits sur toutes les exploitations Oui. et qui ne sont pas valorisés à leur juste prix. Et c'est vrai qu'il faut aussi penser aux consommateurs, parce que si on vend plus cher, c'est le consommateur qui peut trinquer, mais il y a peut-être aussi des intermédiaires qui en prennent un peu trop. Et moi, mon père, il me le dit, il me dit, c'est vrai que c'est dommage de voir les prix qui évoluent pas par rapport au coût de production, etc. quoi. Oui, Et, complètement. La transmission, Anthony. la transmission aux enfants. Oui. Alors moi, j'ai un fils qui est en études agricoles. Ah, Voilà, là, il passe son BTS donc au mois de juin. d'accord. Voilà. Et après, il continue sur 3 ans d'école d'ingénieur Ok. à Bordeaux. Voilà. Et après, il verra. S'il veut reprendre, il reprendra. S'il veut pas reprendre, il reprendra pas. Il n'a pas Ce fait- sera son choix. Mais il a une fibre très, très Voilà, agricole. tu as transmis le gène. Voilà. Et c'est un passionné d'animaux. Oui. Aujourd'hui, dans les jeunes, c'est un peu moins. Les jeunes préfèrent le matériel vrai. que les animaux. C'est vrai. Et ça fait plaisir. Ouais. Anthony, en tout cas, merci beaucoup pour ta gentillesse. Longue vie encore à la Merci. ferme. Merci. Quel beau moment, mais quel déjeuner. On adore. On adore car tous ces instants sont précieux. Anthony, la force tranquille. Incroyable rencontre. Merci. Anthony, un petit cadeau en souvenir de ce Merci. beau moment qu'on a partagé ensemble. Très, très bien. Merci et je retiens l'adresse de la ferme de la Baudrière. D'accord. Merci À beaucoup. Chavagne. Ah, et puis, me reste à vous souhaiter une bonne randonnée. Exactement. On va reprendre le chemin Et, tranquillement, bien ravigoté, la Je pense rassasié. que vous avez le ventre bien plein. Là, on a le ventre bien plein. c'était Léger à la fois parce que c'est pas très chargeant. Et bien au frais final. surtout. Et, Bien frais. Voilà. Merci beaucoup, Anthony. Bon temps à vous pour la suite. Merci. aussi. Au revoir. Merci. Bonne journée.
boutique de la Bultière, aviron, canoë, paddle. Je m'arrêterais bien un petit peu de plaisir, ça ferait du bien quand même. Bonjour. Bonjour. Marion, Yves. enchantée. Oui. Yves, j'ai tout de suite vu votre petite pancarte. Voilà. Est-ce que c'est possible, vous pourriez aller faire un petit tour en canoë sur le lac de la Bien sûr, Bultière? d'autant plus qu'aujourd'hui il fait beau, donc Voilà. pour profiter. On recherche un petit peu la fraîcheur. Vous m'y amenez? D'accord. Oui. Merci. On va sortir les canoës. C'était bon ça. Yves, dites-moi tout. Depuis quand date votre passion pour l'aviron, le canoë, enfin tous ces sports d'eau? Ouais, eh bien, là, le club a été créé en 95 quand le barrage ici a été mis en eau. Alors Yves, on peut voir des pêcheurs depuis le départ quand même sur le rivage du lac, des petites anses. Est-ce que ces anses ont des noms particuliers ou une signification particulière? Bon, les différentes petites anses, là, ici, effectivement, ont des noms particuliers. Celle à laquelle on approche, là, c'est les permoulières. Pour nous, c'est pratique parce que quand il y a trop de vent, on vient se réfugier là. D'accord. Cette anse-là, elle est un peu particulière parce qu'il y a un gros massif rocheux Qu'on voit très bien. qu'on là. commence à voir immergé, Effectivement. mais qui doit faire au moins 3 mètres de haut et qui s'appelle les Fesses d'Hercule. Et pourquoi les fesses d'Hercule? Eh bien ça, je ne sais pas. Ah, Il faut savoir qu'ici, quand même, ici coulait le fleuve Yprésis. le fameux fleuve Yprésis. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, une autre mission, fonction de votre association, c'est de faire découvrir le lac de la Bultière. Donc, organiser des visites pour les touristes, mais aussi pour les scolaires, c'est bien cela? Oui, on reçoit des établissements scolaires qui viennent à la fois pour des activités nautiques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lacs de cette dimension-là dans le secteur. Et comme on propose en particulier l'aviron, il n'y a que 2 clubs d'aviron en Vendée. 3, j'allais dire une bêtise. Il y a un club d'aviron de mer à Noirmoutier. D'accord. Mais c'est donc autre l'aviron, on ne le chose. trouve pas partout. Il faut avoir plutôt un lac en longueur pour pouvoir faire les choses. Merci Yves. Merci pour ta gentillesse. Merci pour ton accueil. Très bel été. Yes! Un panneau. Une carte. Direction le sud. Souris Stéphane. Mais quelle aventure! Bonjour! Bonjour. Vous avez comment un ça va? formidable bâton de pèlerin. Eh oui, il nous faut ça pour marcher. Pèlerin de Saint-Jacques? Oui, tous. Et là, on fait donc du balisage aujourd'hui. Donc, on est sur le chemin de Vendée. Notre secteur, c'est de balisage, c'est depuis Chavagnan-Paillé. Je ne sais pas si vous connaissez la Mais Bultière. On arrive du lac de la Bultière. Ah, ben, On arrive et on est parti ce justement. matin de Saint-Georges. Ah ben justement, nous notre secteur de balisage, c'est la Bultière pour aller jusqu'à Saint-Vincent-Sterlange. Là, bon, il y a le parc Soubise, mais donc par rapport aux accueillants également, on a un accueillant qui est pas très très loin d'ici. Alors, est-ce que c'est monsieur et madame Joguet? Tout à fait, Parce tout que à voilà, fait. on a oui, oui. rendez-vous chez eux ce soir pour passer la nuit. quand Ah même. ben c'est formidable. C'est bon, on a Ben, quasiment mais fini. vous êtes presque arrivés On alors. est presque arrivés, ça c'est génial. Mais comme on n'est pas très loin de chez notre hébergeur, est-ce que vous acceptez qu'on fasse les derniers mètres ensemble? Ah ben, bien On est sûr. parti Nous, on finira notre balisage C'est gentil. plus Merci. tard. Voilà, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord? Oh ben bien sûr. Hein? Bon, ben, allons-y alors. On ne s'est même pas présenté. Alors moi, je m'appelle Marion. Et vous? Oui, moi c'est Claude, Gérard, Marie-Claude, Anne-Marie, Yvon, Nicole, voilà, et puis bon, Dominique. Voilà, je perdais les noms. Claude, moi je vais vous poser une question peut-être un peu personnelle. Je ne sais pas comment êtes-vous arrivé sur le chemin de Saint-Jacques. Alors, pour tout raconter, j'étais dans les Pyrénées. Et puis,
l'idée de faire le chemin de Saint-Jacques m'a repris, puisque j'avais eu cette idée-là longtemps avant, en Espagne, chez des copains, là où passe justement le chemin de Le Saint-Jacques, chemin, d'accord. à Logroño, Santo Domingo da Calzada. Et donc, j'ai eu cette envie, puis comme j'avais du temps, et donc je suis parti, mais je n'ai pas de principe ni religieux, ni autre, donc simplement le plaisir de marcher, d'aller à l'aventure, découvrir et la nature et les gens. Voilà. J'observe votre bâton qui est magnifique et je peux voir des petits médaillons, plusieurs Oui. médaillons. Qu'est-ce qu'ils Alors- représentent ces médaillons? Alors bon, là, on a le cœur vendéen. Oui, Ici, donc c'est la croix de Malte, pour d'autres raisons. Ça, c'est justement donc l'écusson de mes amis donc en Espagne, Oui. d'Escaraï. Et puis là, le fer à cheval, parce que je suis cavalier également, donc je porte mon cheval avec moi. Et vous, alors, donc, quel parcours vous avez fait? alors nous on a commencé il y a 2 jours sur le GR qui reliait Tifauges, Mortagne, Saint-Laurent, Saint-Malo-du-Bois, les Herbiers. Comme nous étions hier, il faisait très chaud. On a décidé de rejoindre Saint-Georges-de-Montaigu en ULM. Oui, Voilà. d'accord, ah ben c'est sympa. Magnifique parcours. Une nuit à Saint-Georges. Et donc, depuis aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà, donc Saint-Georges-de-Montaigu. Et puis ensuite, le lac de la Bultière, Saint-Fulgent, Vendredi. Le chemin réserve toujours de jolies surprises, à l'image de cette magnifique vue sur le château du Parc Soubise. Mais revenons à Claude. Claude, qui porte bien toutes les valeurs du chemin. Partage, ouverture, confiance, mais surtout simplicité et authenticité. Le dévouement de ces gens est énorme. Énorme, puisque ces pèlerins sont aussi baliseurs. Baliseurs engagés à sauvegarder les chemins de Saint-Jacques en Vendée. 170 km. Imaginez donc. Quittons le très beau site du Parc Soubise. Suivons le bâton de Claude. Bon, mais tu vois, on arrive au gîte. Madame Joguet, Bonsoir. bonsoir. Comment va? Enchantée, Vous avez- madame. Vous avez bien marché? Oui, Ça s'est bien Marion. passé? Huguette. On se dit tu? Oui, c'est plus simple. Oh, ouais, En général, avec les pèlerins, c'est tu tout de suite. ça fait plaisir. Merci de nous recevoir chez toi, en tout cas. Oui, la route a été bonne, longue, chaude, mais Oui, c'est vrai qu'il fait super beau aujourd'hui. excellente. Bon, maintenant, tu es arrivé. Oui. Hein, donc, bon chemin. Ben, Claude, un immense Tu es en merci. bonne main. Moi, j'ai retrouvé mes baliseurs et puis le groupe. Et puis, on continue. À bientôt, peut-être sur le D'accord. chemin. Voilà, et puis bon chemin et buen camino. Yes, merci. À bientôt. Oh, qu'est-ce qu'on est bien chez Et toi. j'oubliais de t'offrir à boire alors que Oh, c'est gentil. c'est surtout la première chose à faire quand un pèlerin arrive. Comment ça se passe pour ce soir, Huguette? Comment ça se passe? Bah écoute, je vais te montrer ta Merci. chambre Oui. et puis tout ce qu'il faut, les toilettes, la salle d'eau. Bah, ça, j'imagine bien. Ça, j'imagine Ça, c'est bien. l'urgence en général. Oui, généralement, Et oui. puis après, on dînera vers 8 h. C'est parfait. Hein, C'est parfait. Un voilà. dodo pas trop tard et ça marche. Il y a juste une chose. Est-ce qu'on est encore loin du petit bourg de Mouchamp? Alors là, on est à 5 km. D'accord. Bon, on va peut-être Hein. trouver une solution alors avec Stéphane. Il paraît qu'ils ont installé dans le centre-bourg, enfin Claude nous a dit ça, qu'ils ont installé dans le centre-bourg de Mouchamp un banc des pèlerins et un Oui. clos. Voilà, on aimerait bien les voir. Oui, c'est récent. J'en ai entendu parler. J'étais pas présente, mais j'en ai entendu beaucoup parler. D'accord. Mm. Par curiosité, combien de pèlerins passent à peu près ici Donc, tous les ans? ouais, je disais On va revenir dessus. une vingtaine de passages à peu près. Mais je refuse quand même quelques demandes. Oui. Donc, si on voulait prendre tout le monde, je sais pas, ça ferait sûrement peut-être le double. Hein. Oui, même, ouais. Tu aimes cette activité? J'aime bien, ouais. Ouais, ça. J'ai beaucoup hésité avant de le faire parce que je pensais qu'il fallait avoir je ne sais pas, des compétences ou du savoir et en fait non. Ça se passe toujours en toute simplicité et c'est vraiment ce que j'aime. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait, on a commencé en 2009, donc ça fait 12 ans. En revanche, pour toi, c'est beaucoup d'organisation aussi. Alors, Parce que c'est
Faire des lits, c'est faire de la lessive, préparer des repas. Oui, mais alors le lit, bon, quelquefois je fais un vrai lit, enfin un vrai lit, un lit avec les draps et tout. Et parfois ils me disent qu'ils ne veulent pas et qu'ils mettent juste leur sac et voilà. Et puis sinon, le repas, ben, de toute façon, c'est vraiment simple. C'est-à-dire que je ne fais jamais rien d'extraordinaire. Je fais exactement les repas que nous, on prend. Donc, ça ne fait pas beaucoup de travail. Non. En tout cas, tu en parles avec des étoiles plein les yeux. Donc c'est bon signe, Non, moi, je trouve. non, c'est une chouette expérience. Aucun regret. Vraiment, je suis prête à continuer, en tout cas si je le peux, quelques années. En tout cas, nous, on est très heureux d'être chez J'espère. toi ce soir. Ouais. J'aimerais bien maintenant que tu m'indiques, ça ne te dérange pas, la salle de bain pour prendre une bonne douche, enfin au moins se reposer. Mais quoique, le repas est à 20h, Oui, on va peut-être tout de suite partir sur Mouchamp pour ne pas perdre de temps, pour être là c'est comme tu en veux. temps et en heure. Est-ce que tu acceptes, avant toute chose, qu'on fasse une petite photo ensemble, juste pas. pour immortaliser notre rencontre? Oui, ben, on fait souvent ça. Bah oui. Huguette, je te la laisse, cette petite photo, Oh, ben, c'est pour super. marquer voilà, notre passage chez toi. Et puis voilà, on est Ça une va. petite étape sur ton chemin, en tout On a cas, le sourire, j'espère. on a le sourire. On a c'est le bien. sourire, Ouais. exactement. C'est Merci un beau beaucoup. chemin. C'est un beau chemin, c'est un magnifique chemin. Merci beaucoup. Merci à tout à toi. l'heure. À tout à l'heure. Merci. Fin de notre 3e journée. Yes! Voici enfin Mouchamp. Mouchamp, petite cité de caractère. Mouchamp, étape incontournable sur les chemins de Saint-Jacques. Et voilà, nous voici arrivés à Mouchamp, assis sur le banc du pèlerin. Cette étape est terminée. On retourne maintenant chez notre hébergeur et puis rendez-vous demain pour de prochaines aventures. Bonne nuit! Tôt le matin, nous souhaitons un paysage féerique, une vue à couper le souffle. Nous rêvons d'un lever de soleil. Mais atteindrons-nous le Graal? Nous voici arrivés au sommet de la Vendée. Nous sommes à Saint-Michel-Mont-Mercure et on va même essayer de gravir les 199 marches du clocher pour arriver au pied de l'Archange. Stéphane, bon courage. Et c'est parti pour la grimpette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pressé, le pas rapide, le rythme est bon. Montons, montons toujours, plus haut, pour atteindre enfin notre quête. Donc en face, regarde, on peut voir le mont des Alouettes où on était l'autre jour. C'est génial. On doit être à une quinzaine de kilomètres des Herbiers, là, à peu près. Impressionnant, quand même. Gagné. Voyez cette merveille. Admirez cette statue, réplique de celle de Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Voici l'archange Michel, surplombant le bocage vendéen depuis plus d'un siècle. Donc voilà le sommet de la Vendée. Super. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à redescendre. On continue le GR vers la Flosselière. Tout doucement, le chemin redescend vers les pâtures. À l'ombre, nous découvrons ce paysage champêtre. Nous savourons ce cadre bucolique qui, selon notre guide, se situerait sur la Flosselière.
Au loin, quelqu'un. Avançons vite. Bonjour madame. Bonjour, Enchantée Marion. Sylvie. Enchantée Sylvie. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bah bien sûr, Pas de bien problème. sûr. Vous êtes bienvenue ici puisque vous arrivez par le chemin du randoclim. Mais exactement. Vous avez pris ce sentier. Voilà, on s'est posé la question où est-ce qu'on arrivait. On voit des animaux, on voit des espaces avec les barrières en bois. Nous arrivons dans une ferme. Alors c'était une ferme et dans les années 90, cette ferme est devenue propriété de la commune. Et en fait, il y a eu une association qui s'est créée avec l'appellation Maison de la vie rurale, D'accord. hein, et qui s'est implantée ici. La commune a mis à disposition la ferme à cette association. Et donc, l'association Maison de la vie rurale, au départ, était là pour ses objectifs étaient de travailler plus sur la partie valorisation du patrimoine et de la culture du haut-bocage. Et puis, petit à petit, en fait, les préoccupations sont allées de plus en plus sur des aspects plus environnementaux. D'accord. Hein. Et à partir de 2000, oui, il y a eu une labellisation et une nouvelle appellation, CPIE. Alors qu'est-ce que ça veut dire CPIE? CPIE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc, la mission globale de cet endroit, en fait, c'est de se sensibiliser et d'accompagner l'ensemble des acteurs du territoire, hein, à ces problématiques environnementales et de changement climatique. Depuis 30 ans, Sylvie, tu l'as vu changer, évoluer ce CPIE. Qu'est-ce que tu attends demain? De demain, Demain. tout l'enjeu, je pense que cet enjeu environnemental est fondamental. Est fondamental. Donc, ce que j'attends de demain, moi, à mon niveau, c'est de mettre ma petite pierre à l'édifice et de participer à ce mouvement. De participer à ce mouvement. Enfin, ça fait juste 30 ans que tu contribues à ce mouvement oui, déjà. Bien sûr. Donc on souhaite encore que ça se poursuive encore pendant de longues et de longues années. Bonjour Martine. Bonjour. Alors on vient de me dire que tu travaillais sur la valorisation des produits du jardin. Oui, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, par exemple, je suis en train de terminer ma cueillette pour faire un petit pesto aux herbes. C'est une époque où il n'y a pas encore trop grand-chose au jardin parce que c'est assez tardif. Donc j'utilise en partie les plantes sauvages du jardin. Comme là, j'ai des plantes sauvages. Comme là, par exemple, j'ai cueilli des petites feuilles, notamment des orties. Il y a déjà des arroches, alors je les ai prises aussi. Je termine pour la déco des petites fleurs de bourrache. Il me faut juste encore du fenouil pour donner le petit goût anisé. Et là, voilà. tu prévois de préparer quoi aujourd'hui, Martine? Un petit pesto aux herbes. Ah. Voilà. Comment as-tu commencé, Martine? Alors moi, ça fait depuis très longtemps que j'aime faire la cuisine. Et je travaillais dans l'information, dans tout à fait autre chose, dans le commerce. Et je me suis dit, je vais quand même pas passer à la retraite sans faire vivre ma passion. Ouais. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à mon projet. Et parallèlement, comme j'habitais ici et que j'étais déjà bénévole au jardin, je me suis dit que la cuisine, c'était un bon moyen. Faire connaître les produits des jardins parce que les jardiniers connaissent bien les légumes, mais ne savent pas toujours les utiliser. Non, puis ne savent pas non plus les transmettre forcément au public. Au public. Et puis montrer aux gens aussi que c'est facile de faire des choses avec ce qu'on a sous la main. Parce que je fais une cuisine très simple, hein. C'est pas du tout une cuisine de chef. Là, par exemple, qu'est-ce que tu mets dans ton petit mixage? Alors, dans mon petit mixage, je mets de la feuille de capucine. Ça, c'est pour ça va vous donner un petit goût poivré. Vous pouvez goûter. Donc, on peut l'utiliser pour remplacer le poivre. Voilà, pour remplacer le poivre. Ensuite, je mets des feuilles d'arroche. Que vous allez, là, ça se plante. Hein. Ça, c'est une variété d'épinards, en fait. D'accord. Pierre-Yves vous dira que c'est une variété qui utilise beaucoup moins d'eau que les épinards. D'accord. Donc, ça se justifie dans un jardin comme le nôtre, qui est un jardin naturel. Ensuite, bien sûr, j'ai cueilli des orties. Vous savez que les orties, c'est vraiment l'herbe bienfaisante par excellence. Parce qu'il y a tout. Elle est très protéinée. Ce qui est très bien, parce que pour les végétariens, par exemple. Il y a beaucoup de fer, beaucoup de vitamine C. Et en plus, il y a de la silice.
Ce qui veut dire que si on l'utilise cru, on a plutôt la vitamine C et le fer. Si on l'utilise cuite, on va quand même avoir la silice, parce que bon, la vitamine C, forcément, à la cuisson, ça va disparaître. Mais il y a toujours quelque chose de bon à faire avec les orties. Aujourd'hui, le pesto que je fais, donc, ce sont un mélange d'herbes, un petit peu de sarriette, si pour donner un petit goût presque camphré, on va dire. J'en mets pas trop, parce que ça peut apporter de l'amertume. C'est fort. Ensuite, pour ma recette, je vais mettre un petit peu d'ail, parce que l'ail, c'est un exhausteur de goût. Et puis ensuite, des noix, parce que... Toujours qui proviennent du jardin du CPIE. Alors, pas du jardin directement, mais de la cueillette. D'accord. Alors, comment ça se passe, Martine? Tu organises tes ateliers à la demande? Alors, non, on fait une programmation annuelle. Donc, on fait 4 ateliers cuisine par an, un par saison, sur une thématique. Donc, le prochain, ça sera sur comment conserver les légumes d'été. D'accord. Parce que c'est vrai qu'à la fin de la saison, on a beaucoup de légumes, on a de la profusion. C'est ça le jardin, en fait. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et il faut pouvoir les utiliser. Donc tout simplement, je mets une petite fleur de bourrache. C'est toujours joli, vous voyez, si vous voulez faire une belle présentation. Tac. Et nous nous laissons porter au rythme du vent. Tous nos sens sont en éveil. Nous en voulons toujours plus. Mais qui pour nous en dire davantage? Bonjour Pierre-Yves. Alors Pierre-Yves, quelle est ta fonction toi dans ce CPIE? Tu es bénévole? Tu es salarié? Double casquette? Alors, pas double casquette, je suis salarié. D'accord. On est une équipe de 12 salariés ici. Ah, quand même. Voilà, avec des métiers très différents, mais tous en lien avec l'environnement et l'éducation à l'environnement. Voilà, et moi j'ai plus pour métier d'accompagner sur le territoire du Haut-Bocage vendéen des projets agricoles, des projets de transition agricole et de porter à connaissance sur les enjeux du territoire et sur la biodiversité. L'idée pour nous, c'est que les agriculteurs nous identifient comme une structure environnementale qui est là pour les accompagner sans les juger. Ça veut dire qu'on est vraiment là pour accompagner, pour apporter de l'information aussi sur la réglementation et, comme je le disais tout à l'heure, pour porter à connaissance aussi sur des enjeux environnementaux sans jamais juger les gens. Donc finalement, au fil du temps, ça fait quand même longtemps maintenant qu'il y a des salariés ici, eh bien, on a été un petit peu identifié comme une structure d'accompagnement. Donc assez facilement, les gens peuvent venir vers nous pour dire, voilà, moi j'aimerais avoir votre avis sur tel ou tel enjeu. Tu ne rencontres pas d'hostilité ou tu as pu en rencontrer des fois et après justement réussir à faire comprendre toute cette importance de l'environnement aux gens? Effectivement, on ne va pas dire qu'il n'y a jamais d'hostilité parce qu'il y a des gens qui se posent des questions ou qui ont des incompréhensions. Eh bien, nous, on est là pour réamorcer le dialogue, pour faire une pédagogie autour de ces choses-là et pour que les gens comprennent bien que finalement, on peut avancer ensemble sur ces enjeux-là sans bouleverser les choses et sans juger les pratiques des gens, quoi. Les beaux projets, c'est quand on voit des gens qui sont un peu réticents, qui se questionnent beaucoup, et puis que finalement, ils finissent par nous faire confiance et nous dire, voilà, maintenant, quand j'ai quelque chose, quand je me pose des questions environnementales, quand j'ai besoin d'un conseil, c'est vers vous que je vais, quoi. Et quand on fait ça, on a transformé l'essai, quoi. C'est une formidable aventure humaine. Ouais, c'est ça fait vraiment partie du métier. Merci. Pierre-Yves, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que le CPIE est un conservatoire? Alors un conservatoire, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que la vocation du site ici, c'est d'être un site d'expérimentation et de démonstration au service du territoire. D'accord. L'idée, c'est que les habitants, les professionnels du territoire puissent venir ici et choper des idées. Nous, on est là pour ça, que les gens, pour partager nos idées. Est-ce que tu aurais un exemple concret à me montrer ici au CPIE, un exemple que vous avez vous-même créé ou que vous souhaitez développer et transmettre aux gens? Alors ici, il y a un exemple que je trouve assez intéressant et qui reflète assez bien ce qu'est le CPIE et la façon dont on travaille, c'est le travail autour du châtaignier greffé. D'accord. Donc le châtaignier, je ne sais pas si tu connais son histoire. Il va falloir que tu me l'expliques, parce que je te dis d'accord, mais j'aimerais bien en savoir davantage. Ok. En fait, pour faire très simple, au 19e siècle, il y a eu énormément de châtaigniers qui ont été greffés ici. Principalement, alors ici, quand je dis ici, c'est sur le Haut-Bocage vendéen, voilà. Principalement pour nourrir les habitants, c'est-à-dire que c'était vraiment un enjeu très fort de nourrir la population, et donc il a été greffé des châtaigniers massivement.
Et donc c'est des arbres comme cet arbre-là qui ont souvent des silhouettes très très jolies. Sauf que depuis 100 ans, il n'a pas été greffé de nouveaux châtaigniers. Et donc l'idée pour nous, on travaille sur ça depuis 2015, c'était de se réapproprier le savoir-faire de greffage, de le transmettre aux gens. Il y a toujours l'idée de la transmission, pour peut-être, pour au moins garder nos variétés locales. Bien sûr. Et l'autre enjeu, là où c'est un projet très transversal, c'est qu'il y a une biodiversité associée aux châtaigniers. Il n'y a pas simplement le côté alimentaire de la châtaigne, il y a aussi plein d'insectes qui vivent dans ces châtaigniers, qui sont des insectes protégés. Donc on est à la croisée là, de nos métiers, entre la conservation de la biodiversité, le paysage et l'alimentation. Donc ici, tu vois, on a des exemples de 3 châtaigniers qui ont été greffés il y a 4-5 ans. D'accord. Donc voilà, ils ont été greffés comme le tout petit que vous avez pu voir tout à l'heure. Et ça y est, c'est parti, la relève est assurée. Martine, Sylvie, Pierre-Yves, un immense merci. Je remets la petite photo à Madame la coprésidente. Voilà. Merci. Et puis surtout, bon courage pour la poursuite de vos missions. Continuez cette belle histoire du CPIE et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Je repars heureuse. Heureuse puisque complètement ressourcée. Merci Pierre-Yves, Sylvie et Martine. Merci pour vos engagements. Profitons de notre passage dans le Haut-Bocage pour découvrir la charmante Flosselière, un bourg pittoresque conservant un riche patrimoine bâti. Première halte à la petite chapelle de Lorette, qui est en réalité l'église de l'ancien couvent des Carmes. Reprenons vite notre circuit pour gagner le château. Visite du parc est de 14h à 18h. Ok. Salut le chien. Donc vous avez là, donc en contournant le donjon, on a ce qu'on appelle le jardin français. Oui. Qui est, donc vous allez voir, il y a une très très belle vue. En fait, à l'époque, c'était parce que là, le château, il a 3 époques différentes. Ça commence au Moyen-Âge, on a aussi la Renaissance et puis la Révolution. Et auparavant, donc là, c'était vraiment la partie habitée du château. D'accord. Donc il y avait les chambres, vous verrez un petit peu plus loin, il y a les cuisines. Donc là, c'est la première partie. Ensuite, il faudra revenir sur vos pas et vous prendrez directement sur votre droite, c'est le jardin médiéval. D'accord. Vous avez vraiment une belle promenade qui vous fera vraiment faire le tour du château. Et puis vous arriverez donc sur la gauche, donc le parc romantique avec un superbe arbre, le thuya géant, où en fait vous rentrez à l'intérieur et c'est comme une forêt, vous verrez, c'est magnifique. Bah écoutez, c'est génial. Voilà, si vous avez des questions, le propriétaire devrait pas tarder à arriver. D'accord. Qu'il revenait. Super. Voilà. Merci Camille. Bonne journée. Merci. Au revoir. Attends, elle est bien cachée quand même cette entrée. Allez. Non, mais c'est incroyable. Alors moi je vais prendre ma place. Je vais faire comme les enfants. Je monte. C'est incroyable. Merveille architecturale, jardin splendide et parc remarquable. Le site de la Flosselière n'a pas son pareil. Une tour maîtresse, un donjon, un escalier, une marche, 2 marches, 3 marches, encore et toujours plus de marches. Mais vous savez quoi, sincèrement? Je crains de perdre Stéphane. On y va vite? Go! On a toujours dit que le bocage vendéen se méritait. Effectivement, entre Saint-Michel, la Flosselière, là, ça va reprendre de la hauteur. D'ailleurs, on voit très très bien le clocher de Saint-Michel juste en face. C'est tout simplement fabuleux.
Magnifique. Et puis là, ici, quand vous redescendez vers l'étang, vous avez donc ce chemin qui remonte ici. Qui va jusqu'au logis de la Gibrotière, Gibrotière, là, ouais. voilà. Et là, vous avez un ancien lavoir, une bambouseraie, un ruisseau. Écoutez, monsieur Vignal, Voilà. un immense merci. Très belle journée. Merci Bel à été vous. aussi. Eh ben, je vous espère pour vous aussi. Nous sommes charmés, conquis. Merci, monsieur Vignal. Merci de nous avoir dévoilé toutes vos richesses. Splendide. Reprenons vite le chemin. Direction les Châteliers Châteaumur. Je crois que nous sommes sauvés pour le ravitaillement, Stéphane, parce que j'aperçois une petite épicerie, charcuterie, traiteur, les saveurs de Tom. Donc on va y rentrer pour voir toutes les bonnes choses. On va prendre un petit peu de taboulé, s'il vous plaît. Oui, donc une petite barquette, s'il vous plaît, pour le coup. Et puis vous nous mettrez le reste de concombre. Ah bon, ben génial. J'ai relancé le commerce de proximité. Allez, bing. Stéphane, t'es plus jambon de Vendée, jambon d'Auvergne, jambon blanc? Allez, le Vendée. Restons vendéens. Et un petit endroit calme pour aller manger à l'ombre. Au Lavandière. Au Lavandière. On reprend la route Ouais, et... on prend la route et puis après sur la gauche. Ok. Bon, ben merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci. Tout à l'heure, au Saveurs de Tom, nous avons découvert l'existence de producteurs de pâtes. Ces producteurs sont basés à quelques kilomètres d'ici, à Saint-Mémin. Alors sincèrement, je crois qu'on va faire le détour et on va partir les voir. Nous ne pouvions certainement pas quitter la place sans passer sous cette porte. Une porte charretière ouvrant sur cet espace improbable. Surprise. Au centre, un donjon. Un donjon médiéval attribué au XIIe siècle. Tout autour, des maisons, plein de maisons, qui ont été bâties ici, sur l'ancien rempart du château. J'adore. J'aime toutes ces pépites que nous offre le chemin. Regardez, mais admirez la puissance de ces murs. Nous sommes si petits, à leurs pieds, époustouflants. Allez, c'est bon, on est arrivé. Producteur de pâtes et de farine, la Rambaudière Saint-Mémin. Je pense qu'on ne s'est pas trompé d'adresse. Allez. Bonjour. Bonjour. Enchantée Marion. Charlotte. Enchantée Charlotte. Enchantée également. Alors, on se permet de venir vous déranger peut-être. On a découvert vos produits au Châtelier Châteaumur, aux saveurs de Tom. Eh bien voilà, nous c'est Épicœur ici et on transforme les céréales de l'exploitation de notre ferme, de notre production. Toutes les céréales sont produites ici à Saint-Mémin. Voilà. Et ensuite les pâtes sont fabriquées au même endroit, toujours à la Rambaudière. Oui, on voulait maîtriser la chaîne de A à Z, donc on s'est équipé d'un moulin, voilà, d'une machine à pâtes, enfin voilà. Vous acceptez de nous montrer tout ça, bien Charlotte? sûr, allez-y. On vous suit. Alors là, je vais vous montrer le moulin, parce que c'est toujours agréable de découvrir. C'est un moulin que du coup un monsieur du Tarn nous a fabriqué. C'est devenu un ami. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est la farine de l'autre côté que l'on récupère. Voilà, et la farine, elle arrive ici. C'est ça qui est assez magique. Elle traverse le mur. Même avec le masque, on a l'odeur quand même qui monte. Voilà, donc une farine de blé tendre, semi-complète. On garde quand même une bonne partie des qualités de la farine du blé. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici, Charlotte, avant la création d'Épicœur? Donc une ferme laitière.
Une ferme laitière. Voilà. Aucune céréale. Des céréales pour l'alimentation Pour les animale. animaux, bien sûr. Mais pourquoi avoir choisi, à un moment donné, de passer le cap? Pourquoi vers les Parce que ça allait pas trop, la production laitière. C'est mon mari qui est installé avec son père. Il a vécu la crise du lait, l'investissement aussi pour les mises aux normes, etc. Enfin, très, très lourd. Et puis, du coup, on a cherché un petit peu une niche, quelque chose pour s'en sortir. Et puis, surtout, vraiment, il voulait redécouvrir son métier, c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi d'être agriculteur, pour nourrir les gens, en fait. Oui. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ils ne maîtrisent pas le produit. C'est envoyé en coopérative et pouf, ça se perd. Nous, on voulait avoir le contact avec les gens et puis avoir le retour. Donc, aucun regret? Ah non, aucun regret. Est-ce qu'on peut voir un petit peu toute votre production, Charlotte, tout ce que vous pouvez présenter en boutique? Merci. Attention, baissez bien la tête un petit moment parce que... C'est ça, l'odeur est extraordinaire quand même. Oui. Même avec le masque. Alors là, on est en train de travailler des risettes à la menthe. C'est ça. Ah, mais c'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça. C'est ça. Donc voilà, donc là, ce sont des risettes. Là, ce sont des risettes. Donc celles-ci, elles sont nature, mais on commence à sentir la menthe parce qu'on l'a préparée. Et alors le sarrasin, l'épeautre, les gens reviennent vraiment sur... Oui, alors l'épeautre, clairement, on est en rupture depuis le mois de janvier. C'est vrai. Voilà, c'est là aussi où c'est intéressant parce qu'on peut expliquer, nous on est en rupture, on n'a pas une production non plus folle, donc on fait avec ce qu'on a et... Quand il n'y en a plus, il faudra attendre la prochaine récolte. Donc ça s'explique et puis c'est aussi un échange là-dessus. C'est à nous aussi d'aller expliquer. Complètement. On consomme avec les saisons et je pense que les gens comprennent parfaitement. Et le petit dernier des piqueurs, le dernier produit que vous avez pu créer? Donc la moutarde. La moutarde? Eh oui, la moutarde. Pas des pâtes donc. Voilà, on a changé, on est parti sur de la moutarde. Alors comment fabrique-t-on la moutarde? Alors c'est parti. Vous m'amenez là? Je vous suis. Donc là, on va faire de la moutarde nature et de la moutarde au miel. Quels sont vos premiers retours de vos consommateurs? C'est fort. C'est fort? Ça pique. Elle s'appelle Épipique. Vraiment, ça pique. Épipique. C'est vrai que ça prend au nez. Mais nous, on aime beaucoup les choses qui ont du goût. Oui, et on souhaitait garder un peu de corps à cette moutarde, parce qu'on a l'habitude, communément, manger une moutarde, c'est comme on mangerait une mayonnaise, quoi. Mais c'est peut-être le problème aussi des moutardes industrielles. En fait, c'est réapprendre encore une fois le consommateur le goût des choses, quoi. Oui, c'est ça. Et voilà, séquence émotion ouverte. N'est-elle pas touchante cette histoire? Des céréales, beaucoup de céréales. Un couple, Nicolas et Charlotte, un couple bien uni. Une famille, une aventure humaine. Une aventure donnant naissance à un joli chapitre titré Épiqueur. Voyez comment Charlotte parle de son aventure. Admirez comment elle évoque son retour aux racines avec amour. Nous aimons cette simplicité, cette envie de revenir aux fondamentaux, en transformant les céréales produites ici en de bons produits. Alors oui, honnêtement, le nez me pique, mais je préfère largement jouer l'excuse de la moutarde. Vous me comprenez? On poivre, petit à petit. Charlotte, est-ce qu'en 2013, quand vous vous êtes lancée, quand vous avez osé l'aventure, parce que il fallait être courageux quand même, est-ce que vous aviez imaginé ce que serait Épiqueur 10 ans après? On a pris au jour le jour, vraiment, on a monté un tout petit atelier de l'autre côté, et puis on s'est laissé porter. Et voilà, il a fallu grandir un petit peu, et puis encore un petit peu, il a fallu prendre Valérie pour que je puisse garder aussi une activité à côté. Voilà, et puis on arrive à ça, et je pense qu'on est
on est bien aussi, quoi. C'est une belle philosophie de vie, moi je trouve en tout cas. C'est une belle philosophie. Est-ce que tu acceptes avant de partir qu'on fasse une petite photo ensemble pour garder un petit souvenir? Ok. Ça marche? Ça marche. Charlotte, je t'envoie cette petite photo souvenir. Voilà, pour que tu te rappelles de notre passage. C'est pas la meilleure des qualités, mais... Je suis pleine de détails, non? Voilà, tu viens de travailler justement. Merci beaucoup et puis à bientôt j'espère. Et longue vie à Epiqueur et à Epic, c'est ça? C'est ça. Au revoir. Au revoir. Merci. Connaissez-vous les limites du département? Excellent, puisqu'aux environs de la Pommeraye, le chemin suit toujours la rivière, la Sèvre, qui formerait presque comme un no man's land entre Vendée et Deux-Sèvres. Ah ça y est, nous repassons chez nous. Go Stéphane. Direction Pouzauges. Colline Vendéenne, le Mont des Alouettes, la Cité, le Puy Crapaud, le Bois de la Folie. Nous y arrivons. Ça va Stéphane? Mais Stéphane est bien pensif. Comme moi, il réfléchit certainement à l'après, à cet après quasi immédiat qui nous offrira un nouveau tête-à-tête. Au pied de l'église du Vieux Pouzauges, déterminés, avançons, avançons et osons provoquer une nouvelle rencontre. Ah, bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Pas trop mal, merci, ça pourrait aller plus mal. Alors peut-être que vous pourriez m'aider. Je Oui. m'appelle Marion, Oui. je marche, Oui. il fait très chaud, est-ce que vous accepteriez de m'offrir un verre d'eau? Ah oui, oui, je veux bien. Rentrez, il y a tout ce qu'il faut. Puis il fait frais, là. Il fait frais chez vous, il fait Ouais. bon en tout Ah cas. ben, là, il fait bon, Oh, oui. c'est formidable. Vous vous appelez comment? Jeannette Paillard. Jeannette. Eh bien, écoutez, enchantée Jeannette et merci pour votre accueil. Vous allez me guider. Ça vous fait une belle maison. Hein. On est plus grande maintenant, mais Elle est enfin... grande, oui. Ben, c'est une belle cave. Hein. Non, ça a été autrefois une maison d'habitation. D'accord. Oui, parce qu'autrefois, la maison, c'était la maison d'habitation. Autrefois, moi, j'ai pas connu, mais c'est quand les grands-parents, ils ont acheté. Vos C'est les grands-parents, grands-parents. Ceux de votre Les mari? ah non, pas... Oui, les grands-parents les parents de... Non, les grands-parents de mon mari. Ah oui, donc ça remonte à C'est eux 1800. qui ont acheté. Et là, c'était un débarras. C'était un Tout débat. ça, c'est la salle de séjour, tout ça, c'était... Il n'y avait que ça. Mais tout l'alignement, D'accord. tout était fait comme ça, jusqu'au bout là-bas. Et vous êtes arrivé ici à votre mariage, en fait. Ah ben oui, oui, oui. Et alors, pour s'intégrer dans le Vieux Pouzauges, parce que vous avez tout découvert à ce moment-là. Ben oui, après ça a marché, quoi. Mais on était à la ferme. C'était la ferme, là. Mais j'étais avec les beaux-parents. Pas simple. Hein. Ça, c'était pas rigolo. Est-ce que vous voulez qu'on s'assoie? Oui. Hein, comme ça, vous serez Oui. mieux pour discuter. Parce que vous êtes arrivé ici, vous aviez quel âge? Vous étiez J'avais toute jeune. 22 ans. 22 ans. Oui. Puis mon beau-père était très autoritaire. Vous quittiez C'était- vos parents, vous arriviez ici, quoi. Oui, oui, mais c'est pas rien. Parce que comment se passait votre vie ici? J'imagine que votre mari travaillait à la ferme. Ben oui. Et donc vous, c'était l'entretien de la maison? Ben oui, oui. Aller traire les vaches, aller dans les champs avec les hommes. Quand c'était le moment de planter les choux, les betteraves, tout ça. Comment se passait la vie dans le Vieux-Bourg? Donc là, vous êtes au pied de l'église Oui. Notre-Dame. Donc messe toutes les semaines, j'imagine? Ah ben oui, tous les jours. Tous les jours. Mais mais- autrefois, parce que René, quand il était plus jeune, enfant, il était enfant de cœur. Et il y avait une messe tous les jours. Puis il dit, quand les autres n'étaient pas disponibles, c'était lui qui venait chercher parce qu'il était le plus près. Donc pour les enterrements, pour les baptêmes, les messes Oui, oui, quotidiennes. oui. Dans le Vieux-Pouzauges, j'avais 2 épiceries. Quand même. Une là, dans le coin, une autre dans l'autre, là en montant. Une épicerie, 2 épiceries. Et il y avait peut-être des petits commerces ambulants qui passaient aussi. Ah oui, oui, oui. Et la foire ou le marché?
C'est à Pouzauges, peut-être. Oui, parce qu'à cette époque-là, on faisait le beurre, mais on le vendait à Pouzauges. Oui. Il fallait le porter. Vous faisiez le beurre? Oui, elle faisait le beurre. Ah ben, je me levais de bonne heure. Et puis, quand j'étais pas levé, là, quand même, ma belle-mère, ça m'énervait, ça. Parce que quand ça était à notre compte, et puis que j'entendais la baratte, enfin la baratte, elle n'est plus là, parce qu'un jour, mes beaux-frères et puis mes belles-sœurs sont venus par là, puis c'était un dimanche qu'on était partis. Puis ils ont embarqué le truc. C'était en bois, rond comme ça. J'aurais bien aimé le garder, mais bon. Le moule à beurre, quoi. Oui, pas le moule, le truc pour faire le... Pour battre la crème, quoi. Oui, mais non, pour faire là, c'était des cremeuses, ça. D'accord. Les cremeuses où on faisait quoi mais vous connaissez bien ça. Oh ben vous connaissez mieux que moi. Hein. Vous mettiez le lait là-dedans, dans ce truc, et puis la crème partait d'un côté et le lait partait de l'autre. D'accord, ok. Ça se partageait, quoi. D'accord. Comment est-ce que vous avez, vu toute cette modernité arriver dans votre vie? Quand elle est arrivée? Oui. Eh ben, je peux dire que quand même, là, on n'avait pas l'eau. Hein. On allait la chercher à la pompe. L'électricité, vous l'aviez? L'électricité... je pense que oui, mais je ne peux pas vous dire la date, moi, par exemple. C'est ça que je me souviens plus. Donc pas d'eau courante, pas de machine à laver non plus, par exemple. Ah ben non, on allait au lavoir. J'étais prête à... ça devait être dur. Mais maintenant, ce serait peut-être encore plus dur, parce que je ne pourrais pas me mettre à genoux. Vous cuisinez toujours? Hein? Vous cuisinez toujours? Ah oui. Je faisais venir les plats là, quand mon mari était malade, mais autrement, je cuisine. C'est bien, ça. Mais je ne sais pas si c'est bien, des fois, je mange, surtout dans un temps chaud comme ça. Mais enfin, si, je cuisine. Mais moi, je ne peux pas cuisiner pour des grands, maintenant, des grandes quantités. Ben non, mais c'est pas possible. Non, c'était que le vieux Pouzauges. Eh ben, le vieux Pouzauges existait, puis il s'était coupé, quoi. Eh bien, il y avait des théâtres. C'est-à-dire? C'était la JOC. Oui. C'était un mouvement. Oui. Mais ils faisaient des théâtres tous les ans, des grands théâtres. Et donc là, au vieux Pouzauges? Au vieux Pouzauges, oui. Exact. Un petit peu plus haut que ça se faisait, là, dans une grange qui était assez grande. Et donc tous les ans, il y avait un spectacle de théâtre? Tous les ans, tous les 2 ans, ça, je ne me souviens plus au juste, moi. Et donc c'était des gens des gens du Vieux-Bourg. Ah oui, mais c'est intéressant. Extra, vous n'avez jamais participé, ni votre mari, vos enfants non plus? Ah ben si, René participait à ces trucs-là. Ah. Parce qu'il n'était pas marié à cette époque-là. D'accord. Oui, non, là, depuis qu'il y avait l'école, il y a eu des théâtres, mais des théâtres d'école, quoi. Oui, bien sûr. Il y a peut-être même une petite scène dans l'école, comme ça se faisait dans beaucoup d'écoles de Vendée. Oui, comme ça se faisait beaucoup. Voilà. Maintenant, c'est pas si sympathique autrefois. C'est pas pareil. Est-ce qu'il y avait aussi des séances de cinéma, quand le cinéma a commencé à se développer? Ah ben c'était Pouzauges. C'était sur Pouzauges. Sur Pouzauges, oui. Oui, donc c'était vraiment 2 territoires bien distincts. Oui. Mais il y avait quand même des fêtes quand il y avait le Préveil, je vois, qui venait. Puis il y avait l'émission aussi, je pense. Ah ben oui, l'émission. Les fêtes Dieu, il faut les décorer. Ah ça, j'ai connu ça. Alors ça devait être magnifique. Alors comment ça se déroulait, ces fêtes Dieu? Très bien. C'est avec des fleurs, hein, c'est ça? ça? Oui, avec des fleurs, il fallait ramasser toutes les fleurs. Puis ils avaient les draps exprès. Vous avez acheté des trucs exprès, quoi, de la grandeur qu'il fallait. Puis ils installaient ça du bout, tout jusqu'au bout de la rue. Donc même votre maison était décorée, en fait, ben comme oui, vous êtes en face oui. de l'église, forcément. Oui. Et puis, il y avait la procession, il y avait des dessins sur la route. Ça devait être magnifique. Jeannette, est-ce que vous acceptez qu'on fasse une petite photo ensemble? Ah ben, bien sûr. Comme ça, moi, après, je vous l'offre. Maintenant, si je suis bien coiffée. Vous êtes parfaitement coiffée. Merci. Allez bien. On va regarder. On va regarder. Pareil, à l'époque, on ne faisait pas beaucoup de photos, mais on faisait des belles photos. Oui. Donc voilà, petite photo souvenir. Mais j'ai l'air d'une vieille mémé, mais c'est vrai que j'y suis. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci. Pour votre accueil. Oui, mais... Puis votre gentillesse, pour tous vos souvenirs. Merveilleuse, époustouflante cette Jeannette. De la grande à la petite histoire, Jeannette conte le Pouzauges d'antan, ce vieux Pouzauges, comme elle l'appelle. Un temps ancien, pas si lointain. Une époque toujours présente, bien ancrée dans sa mémoire. Prenez soin de vous, Jeannette. Et de tout cœur,
Merci. Voilà, alors ça y est, je crois que nous voici devant la maison de notre hébergeur. On va aller voir s'il y a du monde. Ah ça y est, je crois que je vois quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Élise. Bienvenue. Oui, bienvenue. Marion. Enchantée. Eh ben oui, bienvenue ici à la Libaudière, sur notre domaine. Merci de nous accueillir chez vous. Eh ben avec plaisir. Alors Élise, on nous a parlé de logements insolites. Oui, on a plein de logements insolites chez nous. Alors j'ai vu qu'on est passé près de yourtes, près de tipis. Voilà, d'une roulotte. Et puis on est parti cabane. Quel espace nous avez-vous réservé pour cette nuit? Eh bien une cabane perchée. Est-ce que vous acceptez de nous y conduire? Eh ben, je vous emmène. Alors je vous suis. Allez. La ferme de la Libaudière, c'est une ferme, ce sont des hébergements, ce sont les deux. C'était une ferme jusqu'à il y a 2 ans. D'accord. Et puis maintenant, c'est devenu un lieu touristique, un site d'hébergement touristique. Alors Voilà. c'est toi qui avais cette ferme? Non, c'était mes parents. Ce sont tes parents qui ont instauré le tourisme il y a une vingtaine d'années maintenant et qui, avec des chambres d'hôtes, puis en 2009 avec une première cabane perchée. D'accord. Et au fur et à mesure des années qui ont grandi. Voilà. Et puis moi je suis venue avec eux il y a 4-5 ans et on a fait un projet pour développer, pour que je m'intègre à temps plein avec eux depuis 1 an. Et d'où est venu ce projet au début des années 2000 alors? Alors ce projet, c'est moi qui l'ai mis quand on était jeunes avec mes sœurs. Oui, donc c'est vraiment l'aventure familiale. C'est l'aventure familiale. Qui perdure depuis 20 ans et que tu as repris aujourd'hui en fait. Voilà, et puis après quelques années en tant qu'infirmière, j'ai repris, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on peut voir là? Parce que je vois des cabanes perchées, des cabanes sur l'eau. Alors voilà, donc là il y a des cabanes perchées. Et puis nous avons donc une cabane pilotis ici et 2 cabanes flottantes. Alors c'est-à-dire que cette cabane, elle peut avancer voilà, elle est à quai, on appuie sur la télécommande et elle avance au milieu. C'est génial. Sur l'eau. Voilà. Alors c'est vous qui avez dessiné tout ce projet, ces cabanes? Alors c'est surtout papa qui a toutes les idées. Voilà. Après on se fait aider par des constructeurs pour tout ce qui est cabane. Oui, donc papa a plein de bonnes idées. Papa a toujours des bonnes idées. Est-ce que c'est cette cabane? Voilà, et c'est cette cabane. Ah, c'est génial. Je vous laisse, que vous allez pouvoir découvrir. Je passe la première? Ah ben allez-y. Allez, c'est parti. Hop. Alors celle-ci, on l'a faite en 2 parties. Donc il y a une chambre parentale. Voilà. D'accord. Là, il y a magnifique chambre. Voilà. Et puis derrière les 2 petites bords battantes, vous avez un sanitaire complet. Ah, puis elle a vraiment l'odeur du bois. Et puis là, vous avez la chambre pour les enfants. Ah, c'est super. Il y a aussi son sanitaire. Ça fait vraiment petit chalet, quoi. C'est super avec la vue sur le lac. En nous promenant sur le domaine, je souris en découvrant tous ces logements insolites, pensés et créés par Yvon, le papa, et aujourd'hui valorisés par Élise. Une filiation comme nous les aimons. Ces 2 caractères sont touchants. Ils sont touchants dans le sens où ils débordent de bons sentiments. La bienveillance règne dans cette famille. Elle est bonne à recevoir et si riche à transmettre. Merci. Au fil de notre discussion, Élise nous conseille de repartir vers le centre-ville de Pouzauges. Gagnons donc la place de l'église. Vous pouvez vous approcher? Je vois qu'il y a une visite guidée qui commence. Je me présente, je m'appelle Delphine. Je suis directrice de l'office de tourisme et je suis également guide de temps en temps. Et en tout cas, je suis votre guide ce soir pour une escapade nocturne dans les Venelles de Pouzauges. Alors les Venelles, ça vient du mot veine. Et en fait, vous allez voir que comme les veines de notre corps, ces venelles, elles irriguent ce centre-ville de Pouzauges. Et on va partir un petit peu en déambulation dans ces venelles et se perdre un petit peu dans les dédales du centre-ville. Donc ce style architectural, on va le retrouver derrière vous. On a le même architecte qui était Monsieur Boursier qui a fait cette maison juste derrière. Et ceux qui connaissent un petit peu Pouzauges, on retrouve ça aussi au château du Colombier à l'entrée de la ville, là où vous avez la bibliothèque. Allez, on va prendre notre première venelle. Un petit mot sur cette venelle. C'est une venelle qui est méconnue, même les Pouzaugeais. Moi-même, en fait, jusqu'à il y a 3 ans, je ne la connaissais pas.
Donc voilà, elle a été rénovée récemment, donc je trouve que c'est sympa de pouvoir l'emprunter. Donc c'est la venelle de la baronne Sibylle. Cette baronne Sibylle, on va profiter là, de notre balade ce soir pour dire quelques mots sur tous ces personnages qui ont fait l'histoire de Pouzauges. Cette baronne Sibylle, en fait, elle était l'épouse d'un seigneur de Pouzauges. Donc l'histoire s'est passée au XIIIe siècle et son mari est parti en croisade aux côtés de Saint-Louis. Et donc, au cours d'un combat, il a été fait prisonnier. Et donc, il n'est pas revenu des croisades. Et je pense qu'elle pensait qu'il n'allait pas revenir. Et puis un jour, il est revenu. Et donc, ça a été un bonheur tellement immense pour elle que son cœur a lâché et qu'elle n'a pas pu en profiter. Voilà l'histoire de cette pauvre baronne Sibylle. Mais bon, ça mérite qu'on en parle. Voilà, on va continuer. Voilà, qui c'est qui a dit le meilleur spot de Pouzauges. Et effectivement, toujours ici, une vue un peu waouh. Alors ici, on comprend mieux l'étymologie du mot Pouzauges. En fait, Pouzauges, ça vient de puits et auge. Donc puits qui veut dire la colline. Donc, comme on retrouve dans le mot le puits de Dôme, etc. Et auge, c'est la même racine qu'en allemand Augen, qui veut dire voir. Delphine, pour te remercier pour cette chouette visite, je te remets la petite photo souvenir. Ah, super. Voilà, comme ça tu vas pouvoir garder un petit souvenir. Super, c'était un bon moment. C'était un très beau moment et justement, moi j'avais encore quelques questions à te poser. Toi, donc bien sûr directrice de l'office, guide également qui prend. Quelles sont pour toi les meilleures sensations quand tu fais tes visites guidées, les meilleurs moments? Chaque visite est différente déjà. Oui, tout à fait. Effectivement, alors selon si on est des visiteurs ou pas, effectivement, quand là, il y a quelqu'un qui prend la visite et qui dit je découvre, c'est joli, je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment, ça fait plaisir. Et puis à l'inverse, quand on a des habitants qui redécouvrent en fait à travers notre visite, qui prennent un autre œil, c'est assez gratifiant et ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a touché lors d'une visite guidée? J'ai en tête quelqu'un qui m'a dit l'an dernier, je suis partie de Pouzauges il y a 20 ans et là je redécouvre et je suis emballée. Voilà. J'avais pas du tout cette image-là. J'avais une image complètement différente, un petit peu passé, rétro, et là je découvre voilà, avec un beau patrimoine que je ne soupçonnais même pas, et pourtant j'ai vécu ici jusqu'à mes 20 ans. Voilà. Et ça m'a fait hyper plaisir. Delphine, on sent, tu vis Pouzauges, tu es passionnée par Pouzauges, c'est évident, ça crève les yeux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette ville d'ici la prochaine décennie? Peut-être que déjà, on continue l'embellissement de ce centre-ville avec cette démarche de petite cité de caractère, que ça prenne un petit peu plus d'ampleur, et puis qu'on vienne de plus en plus nombreux découvrir ce centre-ville, et puis aussi les autres atouts de Pouzauges avec ses moulins, son lac, etc. Voilà. En tout cas, nous, je te promets, on reviendra. C'est sûr. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ce matin, réveille tout en douceur au domaine de la Libaudière. Chut. Voilà. Allez, je retire les deux. On a plein de bonnes choses. Vous allez voir. Voilà, alors encore une merveilleuse nuit passée dans les arbres. J'aurais presque une envie ce soir, c'est d'essayer de passer la nuit sous les étoiles. Bon, on va essayer, c'est peut-être pas gagné. En tout cas, là, on va profiter de l'air frais du matin pour reprendre le chemin et découvrir de nouvelles personnes.
Bonjour. Bonjour. Enchantée, Marion. Enchanté, Jérôme. Bonjour, Jérôme. J'étais attirée par les ailes de ces Dis-moi. moulins qui tournent. Ouais. On était en bas à Pouzeau, j'enlève la tête et on voit... Vous êtes meunier? Je suis meunier boulanger. Meunier boulanger. Meunier boulanger. Donc on produit notre farine dans un des deux moulins. Oui. Farine biologique du secteur. Hein. Le blé vient du coin. On travaille tout en circuit court. Et avec cette farine qu'on réalise sur des vieilles meules de pierre, on fait notre pain cuit au four à bois. Ici, ici le four à Ouais, bois. ouais. Juste à côté, là, on prépare tout sur place, tout à l'ancienne. Mais c'est super Hein. intéressant, Jérôme. Est-ce Ah que ouais. vous acceptez de me faire découvrir votre univers? Ah ben bien sûr, Merci. avec joie. Merci. Jérôme, expliquez-moi quand, comment, pourquoi en fait. Bon, pourquoi, on le sait, mais quand, comment cette restauration? Bah, c'est l'entreprise Fleury Michon qui est propriétaire du site, hein, qui a décidé de restaurer les moulins pour pouvoir justement les faire revivre. Hein, après, il y a eu différentes périodes où il y a eu une personne de Fleury Michon qui s'en occupait. Après, il est parti en retraite. Après, c'était la mairie, mais qui n'ont pas fait trop tourner, moins souvent, pas comme ça. Et nous, on les fait revivre maintenant depuis 4 ans, 5 ans, pour pouvoir produire de la farine. Quand vous dites nous? Nous, c'est l'association, au départ. Après, toute la partie production, c'était compliqué pour l'association de gérer cette partie-là. Tout ce qui était achat de blé, revente. En fait, c'est toujours moi et Gaëlle qui faisions, hein, mon épouse. D'accord. Hein, on faisait tout le jour ensemble. Et donc, du coup, l'ancien patron de Fleury Michon, M. Gonner, nous a dit, bon, vu que c'est comme ça, l'association va vous laisser la part de la gestion de la farine. Et nous, on servira toujours pour entretenir tout le terrain et vous donner un coup de main s'il y a besoin. Est-ce que veut dire qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes avec votre épouse sur le site, voilà, à travailler, entretenir et à faire vivre le site entièrement, à produire de la farine biologique, j'insiste bien sur cette étape, et on fait de la vente de pain qu'on fabrique aussi pour vendre à l'accueil. En fait, c'est génial parce que c'est une nouvelle aventure familiale pour vous. Ah ben oui, là on va vraiment vivre en famille. On travaille déjà ensemble, mais là on sera encore plus ensemble par rapport à avant, quoi. Le couple intérêt est solide, hein? Oui. En fait, on se manque quand on travaille pas ensemble. Ah ben c'est bien, mais c'est bon signe alors. Bon, on va visiter l'intérieur. Alors dites-moi comment ça se passe à l'intérieur. Alors, la particularité du moulin à vent, on commence tout par tout en haut. On commence à écraser le blé tout au dernier étage, au deuxième étage. Donc ça, c'est les vraies petites marches en pierre. Ah oui, celles-ci, elles sont d'origine. Hein. Donc là, au départ, première étape, pour faire de la farine, on a il nous faut du blé. Donc on a un monte-sac. Oui. Hein, on accroche un sac... Ils tiennent bien quand même. Hein, on accroche le sac en bas. Et avec le mécanisme, on a juste à appuyer sur le levier et il remonte automatiquement. Bien fait quand même. Ah, ça c'est pratique, hein, parce qu'avant il est monté sur le dos. Et surtout que c'est des sacs de combien de kilos? ceux-là, ils font entre 30 et 40. Ouais, donc c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est quand même bien pratique. Et donc là, vous avez tous vos petits grains de blé. Donc là, on a notre blé. Bio, donc. Bio, qu'on met dans la trémie. Qui vient d'où ce blé, de Vendée? De Vendrenne. D'accord, oui, donc juste à côté. Juste à côté. On essaie vraiment de travailler en circuit court. C'est-à-dire qu'on prend du blé vendéen à côté, et après on ne vend pas de la farine au-delà de 50 km. On essaye de limiter la taxe carbone, comme on dit. Bien Voilà. sûr, bien sûr. C'est tout à votre honneur. Ouais, on essaie de jouer le jeu, quoi. Oui. Ouais. Donc là, le blé, il passe entre les deux meules. Là, la meule qu'on voit, elle tourne, et le blé va être déroulé entre les deux meules. C'est ça qui est hyper important dans les moulins à vent, enfin sur meule, c'est que le blé est déroulé. Donc il n'est pas massacré comme sur des cylindres dans une meunerie classique. Quand le moulin a été rénové, on a décidé de laisser tout dans son jus. En fait, vraiment pour travailler vraiment à l'ancienne. Ouais. Puis c'est ce qui vous plaît. Ah ben oui, parce que moi, si tout était moderne, il n'y avait rien de facile, enfin rien de compliqué. Bon, il y a rien d'intéressant aussi après dans le métier, quoi. Quand il n'y a plus de blé qui tombe, il faut que ça prévienne le meunier qu'il le remette tout de suite, parce que comme c'est du silex, ça risque de mettre le feu. Donc on a une petite ficelle, là, quand ça tombe, comme ça, là, le babillard, en tournant, il tape dedans, et ça prévient le meunier comme quoi il faut remettre du blé. C'est bien fait quand même. Ah oui, C'est super bien fait. Le gars qui a pensé à ça, il est loin d'être bête.
On voit que le site est ouvert au public. Qu'est-ce que ça vous apporte, le contact avec les touristes, avec les visiteurs Le côté touriste, c'est le côté contact humain, moi, que j'adore. Hein, parce que ce qui me manquait un peu la nuit, à travailler tout seul dans mon fournil, on voit personne, on est toujours en train de travailler notre morceau de pâte. C'est sympa, hein, mais quand il y a la discussion comme on peut faire là maintenant, moi, je trouve ça génial. Quoi. Le contact humain. Puis expliquer mon travail. Mon travail, c'est ma passion. Comme je dis, quand on était petit, choisis une passion, t'arranges jamais à travailler. Voilà, moi j'ai trouvé ma passion et j'en ai fait mon boulot. Donc je travaille pas, je s'amuse. Alors maintenant pas, je me casse la figure quand même. Hop. Donc là, niveau inférieur. Donc là, à cet étage-là, on se retrouve sous les meules. La partie blanche qu'on voit au-dessus de nos têtes, donc c'est la meule dormante. D'accord. Hein, donc celle-ci, le blé est passé entre les deux, comme j'expliquais tout à l'heure, et il descend par le conduit qu'on peut apercevoir en dessous. Donc là, on a le grand fer qui descend. Hein, il était entraîné par la lanterne. Et donc ça va être entraîné, ça va entraîner le grand hérisson et après le petit hérisson. Pourquoi c'est non grand hérisson, petit hérisson? C'est par rapport au nombre de dents, je pense. D'accord. Hein, donc on a le premier, il a des dents en bois, et l'autre est tout en fer. Ça évite les vibrations aussi dans le moulin et le bruit. Et donc, dernière étape ici. Dernière étape, donc la partie tamisage de la farine. Oui. Hein, donc la bluterie. La bluterie, ça va nous séparer donc tout ce qui est le son de la mangue farineuse. On va garder dans notre farine le germe de blé. Le germe de blé. Et toute la mangue farineuse. Plus une toute petite partie fine de l'écorce du blé, parce qu'on fait une farine type 80. D'accord. Et celle-ci, vous l'avez faite quand? Ce matin. Ce matin. Après, elle reste au repos quelques jours? On essaie de la garder 15 jours, on dit, on prend un peu de plancher, avant de la vendre. D'accord. Allez, on passe dans l'antre. Et Gaëlle nous rejoint pour la photo souvenir. Gaëlle est la femme de Jérôme. Rappelez-vous, il s'agit de celle sans laquelle rien ne serait possible. En quelque sorte, Gaëlle serait bel et bien la muse de notre meunier boulanger. J'adore. Je vous remets la photo. Voilà, pour que vous rappeliez de notre passage chez vous. Merci. Je vais récupérer mon sac à dos. Ouais. Et puis je vous dis, je vous souhaite un très bel été. Puis à bientôt, j'espère. J'espère. Au revoir. Faudra pas hésiter à revenir nous voir. Ah ben, je n'y serai pas. Je pourrais peut-être vous piquer un âne, en fait, pour mettre le sac à dos. Oui, ça aidera à emmener un peu les affaires. C'est ça. Allez, au revoir, Jérôme. Allez, au revoir. Quittons Pouzauges. Partons vers le sud, en direction du pays de la châtaigneraie. À Chéfoix, nous découvrons un lieu insolite baptisé le Sentier des Carrières. Dépaysement total. Une sensation d'être ailleurs, bien ailleurs, au-delà même de l'océan Atlantique. Mais assez rêvé. Concentrons-nous, puisque ce sentier est bien escarpé. Imaginez, nous sommes à l'emplacement d'une ancienne carrière de quartzite, aujourd'hui aménagée en plan d'eau. Superbe. Bonjour monsieur. Nom, Bonjour. Sozro. Enchanté. Prénom, Olivier. Profession, Enchanté, Olivier. astrophotographe. Un astrophotographe qui, depuis de nombreuses années, façonne le petit bourg de la Chapelle-aux-Lys. Un jardin des cadrans solaires, un planétarium, un chemin, un observatoire. Laissez-vous donc porter au sein d'un univers bien étoilé. Alors, il y a plein de cadrans solaires qui poussent un petit peu partout. Ils sont très discrets, mais... Oui, tout à fait. Alors, l'originalité de tous ces cadrans solaires, c'est qu'ils ont été intégralement réalisés par les capellolyciens. Un capellolycien n'est pas un extraterrestre, quoique. C'est le nom des habitants de la Chapelle-aux-Lys, les capellolyciens et les capellolyciennes. Et le premier cadran solaire qui a été réalisé, c'est celui-ci. C'est un cadran solaire analématique.
le principe, c'est que là, vous avez une ligne méridienne. Oui. Qui va au nord, qui va au sud. Vous avez des dates qui sont indiquées. Solstice d'hiver, solstice d'été. Vous mettez un pied de chaque côté de la ligne méridienne et vous vous placez à la date du moment de l'observation. Donc là, vous êtes en juin, quasiment le solstice d'été. Eh bien, vous mettez l'axe de votre corps exactement à cet emplacement-là. Et là, s'il fait beau, le soleil éclaire votre corps, projette votre ombre quelque part parmi ces chiffres. Et là, vous lisez qu'il est 4 heures. Alors ça, c'est un cadran solaire plus classique. Il a été réalisé par notre président fondateur et regretté, Jean-Luc Bazec. Tout ça, c'est de la récupération. Ça, c'est une pièce d'engrenage d'une mélangeuse agricole. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens viennent exprès à la Chapelle-Lys pour visiter ce jardin des cadrans? Absolument. Tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs d'une des attractions touristiques phares avec le planétarium et le chemin aux étoiles de la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie. Au sein du planétarium, Olivier nous entraîne au cœur de sa Voie lactée. Les pieds sur terre, mais les yeux tournés vers le ciel, nous profitons d'une projection à 360 degrés. Étoiles, constellations et planètes, voici un spectacle extraordinaire, puisqu'unique, qui nous laisse sans voix. Alors voilà, le concept du chemin aux étoiles, c'est une randonnée en forme de 8. Le départ est derrière le petit café de la Chapelle-Lys. Et le premier parcours est un parcours d'histoire de l'univers, sur le principe de la frise chronologique. D'accord. Et sur l'idée que chaque fois qu'on parcourt 1 mètre, c'est comme si on vivait 3 millions d'années. Énorme. On part du moment où tout a commencé, le Big Bang, et on va avoir des bornes de qualité, vous allez voir, c'est vraiment un musée à ciel ouvert. On va découvrir la naissance des étoiles, la naissance des galaxies, la Voie lactée et la naissance du Soleil. On commence à être un peu fatigué là. On a fait déjà 2,8 km. D'accord, voilà, non, c'est bon de préciser. Là, on a 2 solutions. Soit on se dit, je ferai le reste une autre fois, beaucoup le font éventuellement, et on termine directement l'histoire de l'univers. Ou bien, on se fait la petite boucle d'1,5 km, et là, les bornes sont totalement différentes. Le principe est différent. Chaque fois qu'on parcourt 1 mètre, c'est comme si on parcourait 5 millions de kilomètres. Et là, on va partir du Soleil et on va rencontrer toutes les planètes. À cette échelle-là, de 1 mètre pour 5 millions de kilomètres, la Terre fait 2 mm 4. La Lune est à 8 cm. Et le reste, vous allez le découvrir. Et Olivier nous explique son chemin, un chemin personnel devenu collectif. Et nous arrivons doucement chez lui, là où il a bâti son observatoire, joliment appelé les Bêcheurs d'étoiles. Savourez, savourez cet espace, un espace complètement fantastique, voire même onirique. Olivier, vous imaginez bien que j'allais finir par vous poser cette question, mais comment êtes-vous arrivé à l'astronomie? Un papa, une maman, une rencontre? Alors, une maman qui se passionnait pour la nature. Oui. Donc les randonnées, très sportive dans le sens où elle était passionnée par la haute randonnée en montagne. Et le plaisir de la contemplation. Et ça, c'est quelque chose qu'elle m'a traduit, mais pas du tout l'astronomie. Mais elle a formé votre œil à l'observation. Voilà, l'œil de l'observation, le plaisir de la contemplation. Et l'astronomie, elle est née tout d'abord parce que c'était en mars 1979. Il y avait dans le ciel du soir, comme en ce moment d'ailleurs, la planète Vénus. Et je posais la question à tout le monde, mais c'est quoi ce qu'on voit dans le ciel? Et personne n'était capable de me répondre. Donc ça m'intriguait beaucoup. Et ma mère, voyant que ça m'intéressait, m'a emmené assister à une conférence d'Hubert Reeves. Et c'est une conférence qui m'a, donc j'avais 12 ans et demi, qui m'a complètement fasciné. C'était la révélation. Ça a été vraiment la révélation. Là, c'est le moment où on se dit, dans la seconde, bah, ouais, c'est ça.
c'est ça. C'est ce que je veux voilà. faire. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, voilà, parce que l'astronomie c'est très très vaste. Mais c'est vraiment une conférence qui m'a fasciné par plusieurs points. C'est d'abord la beauté des images qu'il nous projetait. J'étais fasciné par ça. Je me souviens d'une photo de la nébuleuse d'Orion en particulier, qui était extraordinaire. Et puis cette façon de rendre les choses compréhensibles, finalement, cette capacité de l'humain finalement, à réussir à donner des explications à ces phénomènes. Il y a quand même quelque chose qui est très intéressant chez vous, Olivier. Effectivement, ça, vous aimez faire ça. Je pense qu'il y a autre chose que vous aimez faire. Nous, on l'a vu cet après-midi, c'est transmettre aux gens. C'est faire partager votre passion. Et il y a vraiment deux personnages. Il y a le personnage qui aime passer du temps tout seul dans son observatoire. Voilà, c'est un métier solitaire. Et à côté de ça, vous êtes créé un univers où vous êtes le médiateur. Et qu'est-ce que vous apporte le public à ce moment-là? Indiscutablement, une énergie. Et le fait d'avoir un regard enthousiaste, un encouragement, il y a des choses extraordinaires avec du public que j'ai pu vivre, ça vous booste, ça vous donne une énergie qui vous donne envie, j'ai hyper envie de raconter une nouvelle histoire, donc de faire un nouveau voyage, donc d'inventer une nouvelle histoire. Et parce que beaucoup de mes photos ont été liées à des voyages particuliers, on en parlait tout à l'heure, la traversée des USA sur l'ombre de la Lune, ou aller de traverser toute l'Europe en train et de traverser la moitié de la Sibérie dans le prolongement en train aussi avec le Transsibérien, de faire 3 semaines de train pour m'arrêter à la gare de Novosibirsk pour aller observer 2 minutes et 18 secondes d'éclipse totale de soleil. Olivier, pour finir, vous nous avez parlé de Jules Verne, je vois que le soleil se couche derrière nous. Le rayon vert, il existe ou il n'existe pas? Ah oui, bien sûr. Vous l'avez Alors Jules vu? Verne, une quarantaine de fois. C'est vrai? Il y a même un secret pour le voir. Dites-moi. Mais attention, parce que comme dit Jules Verne dans son roman, celui qui voit le rayon vert a le pouvoir de voir dans le cœur des autres. Complètement. On le dit à la caméra ou on le garde entre nous? On le garde pour nous. Jules Verne, tous mes souvenirs d'enfance. Maintenant, je sais comment voir le rayon vert. Je le sais. Le soleil vient de se coucher. Ce moment annonce pour nous une longue et merveilleuse nuit passée à observer le ciel. Et Jean Giono disait, c'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe, avec des racines d'or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres, et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit.